Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel update lecture et je vais me faire un plaisir de vous donner mon avis sur mes 4 derniers livres lus. Au programme de cette vidéo, je commencerai déjà par vous dire ce que j'ai pensé du premier tome de la série Les Hathaway. Je vous parlerai ensuite du livre Le goût amer de l'abîme. Je vous donnerai mon avis sur l'exquise clarté d'un rayon de lune. Et pour terminer, je vous dirai ce que j'ai pensé de Shades of Light, qui est le troisième et dernier tome de la trilogie Shades of Magic. Alors je commence par vous parler du premier livre, c'est le premier tome de la série Les Hathaway, écrite par Lisa Kleypas et sorti aux éditions J'ai lu. C'est de la romance historique et ce livre était tout simplement présent dans la petite pile à lire composée de 8 livres que je m'étais préparée. C'était une pile à lire spéciale congé maternité. Je vous avais d'ailleurs diffusé à ce propos une vidéo, il me semble que c'était début septembre, fin août ou début septembre sur ma chaîne YouTube pour vous présenter mes 8 lectures de congé maternité que j'avais sélectionnées sur le thème un petit peu doux et mignon à souhait. Alors j'avais eu pas mal de petits commentaires qui me disaient que c'était bien beau de faire une pile à lire de congé maternité mais que je n'aurais pas beaucoup de temps ni d'énergie pour lire les livres de cette pile à lire, ce à quoi j'ai envie de vous répondre certes, mais un congé maternité commence avant l'arrivée de bébé. C'est-à-dire qu'on a quand même quelques semaines avant et puis quelques semaines après, donc à l'heure où je vous parle. Petit Biscuit n'est pas encore arrivé et sur les 8 livres j'ai déjà eu le temps d'en lire 3, donc quasiment la moitié, donc je m'estime déjà satisfaite de ça. Et puis pour le reste, j'ai envie de vous dire, on verra bien, hein, je me mets pas la pression non plus. Pour en revenir à cette romance historique, Lisa Kleypas, c'est vraiment l'une de mes auteurs favorites dans ce genre-là. Je l'ai découverte grâce à ma copine Béa avec sa série La Ronde des Saisons que j'avais adorée. Et pour les Hathaway, c'est tout simplement Béa qui m'a offert ce premier tome-là. C'est une série qui est maintenant terminée, qui se compose de 5 tomes et chacun de ces 5 tomes nous permet de découvrir un membre de la fratrie Hathaway et ce premier tome s'attache à Amelia qui va récupérer son frère aîné dans les bas-fonds de Londres puisque ça fait quelques jours maintenant qu'il est entre guillemets porté disparu, hein, il est plutôt dans une mauvaise passe. Et elle va pour ce faire demander l'aide à un ami de la famille qui s'appelle Mary Penn qui a à peu près son âge et toutes les deux vont réussir à le récupérer grâce également à Cam Rohan qui est le gérant d'un club de jeux londonien. Et cette histoire, ça va tout simplement être une histoire d'amour entre Cam et entre Amelia. J'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5, donc autant vous dire que j'ai globalement passé un bon moment de lecture, même si à mes yeux, ce premier tome n'égale pas la précédente série de l'auteur, donc La Ronde des Saisons. En revanche, ce que j'ai trouvé très amusant, et ce dont je ne m'attendais pas forcément, c'est que cette histoire se passe quelques années après les événements développés dans La Ronde des Saisons. Et oh bonheur, on retrouve des personnages de la précédente série de l'auteur. Et j'ai trouvé ça juste ouf, j'ai savouré toutes les apparitions des anciens personnages, toutes leurs prises de parole parce que j'étais tellement fan de tous ces personnages que les croiser au détour de cette nouvelle lecture, ça m'a juste rendue folle de joie. Après, il n'empêche que j'ai également apprécié découvrir de nouveaux personnages, surtout que les membres de la famille Hathaway sont très différents les uns des autres et assez gratinés, ce qui promet des aventures un petit peu épiques par la suite. Et concernant ce premier tome, Amelia, je dois dire que c'est pas forcément le genre d'héroïne que j'apprécie énormément. C'est pas l'aînée, mais elle adopte dans sa famille parmi ses frères et sœurs la position d'aînée, c'est-à-dire que c'est elle qui gère un petit peu tout. Elle manque peut-être un petit peu de fun, mais il n'empêche qu'elle a quand même un sacré bon nombre de qualités et que l'auteur a réussi à me la faire apprécier avec le temps. Quant à Cam Rohan, le gérant du club de jeu, c'est un bohémien, il est un petit peu sauvage. Et lui, ça a été, je dois dire, j'ai pas eu trop de mal à m'attacher à ce personnage-là. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai passé un bon moment de lecture en compagnie de ce premier tome qui, sans égaler un des tomes de La Ronde des Saisons, s'est révélé quand même être très satisfaisant puisque l'auteur réussit à mélanger encore une fois de manière très habile des scènes humoristiques et cocasses à des scènes plus dans l'émotion et l'intensité. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, sans compter, comme j'ai pu vous le dire, retrouver les anciens personnages, ça c'était juste extra. Donc nous verrons par la suite ce que je peux penser du reste de cette série, mais en tout cas pour ce premier tome, c'est un 3 sur 5.
Je me suis ensuite plongée dans Le goût amer de l'abîme écrit par Neal Shusterman et je remercie une fois de plus les éditions Nathan de m'avoir envoyé ce livre qui change vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire. Neal Shusterman, c'est un auteur que j'ai eu l'opportunité de découvrir en lisant l'année dernière le premier tome de sa série La Faucheuse que j'avais adoré, qui m'avait valu un beau coup de cœur. En demandant à recevoir Le goût amer de l'abîme, je savais pertinemment que j'allais être confrontée à un tout autre registre, à un tout autre style d'écriture, un tout autre scénario, mais j'avais très envie de découvrir l'auteur dans quelque chose de complètement différent. Pour le coup, j'ai été servie, puisque ce livre ne ressemble vraiment à aucun autre, sachez-le. Il s'agit d'un contemporain dans lequel on va découvrir un adolescent qui s'appelle Caden. Il a 15 ans et son comportement va petit à petit être différent de ce qu'il est d'ordinaire jusqu'à ce qu'il soit déclaré schizophrène et qu'il soit interné dans un asile psychiatrique. Tout l'intérêt de ce récit réside dans le fait qu'il possède une part de vérité. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que Neal Shusterman, donc l'auteur, a lui-même un fils qui lui aussi a une maladie mentale. Je ne sais pas si c'est de la bipolarité, si c'est de la schizophrénie ou quoi que ce soit, mais en tout cas ça s'apparente à quelque chose de ce genre. Et l'auteur s'est inspiré de son vécu, du vécu de son fils surtout, pour réussir à écrire cette histoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des petites illustrations qui ponctuent le livre. Alors bon, il n'y en a pas à toutes les pages, hein, mais voilà, je vais vous en montrer une. Et en fait, ces illustrations, elles ont été dessinées par le fils de l'auteur. Et je trouve ça très intéressant de l'avoir fait participer au récit de manière active et d'avoir eu la volonté de mettre ces petits dessins qui pourront nous sembler être à nous des gribouillis, mais qui pour le fils de Neal Shusterman représentent certainement bien plus que ça. Alors même si je ne peux que saluer l'originalité et l'aspect touchant de cette histoire, je dois vous avouer que je lui ai mis la note de 3 sur 5, donc oui j'ai aimé mais je n'ai pas adoré non plus, et ça provient essentiellement du fait que j'ai été très longue à rentrer dans l'histoire. Il faut dire que Caden aussi entre notre réalité et un monde fantasmé, un monde imaginaire dans lequel il se visualise sur un bateau pirate. Je dois dire que ces chapitres-là ne m'ont malheureusement pas du tout intéressée. Ils sont intéressants dans le sens où ils nous permettent de mesurer toute l'ampleur de la maladie de Caden, mais le contenu à proprement parler n'est pas oufissime, je dois vous l'avouer. Non, moi ce qui m'a bien plus intéressée, bien plus impactée, c'est de constater la lente descente aux enfers de Caden. Je ne savais même pas que c'était une maladie qui pouvait arriver de manière si insidieuse, c'est-à-dire que vous êtes entre guillemets normal, parce que qu'est-ce que la normalité, hein, on est bien d'accord, et puis du jour au lendemain, ça commence à plus aller très bien dans vos têtes jusqu'à prendre des proportions tout simplement incroyables qui ne vous permettent plus d'évoluer dans notre monde actuel et qui vous obligent à être interné. Et j'ai pas pu m'empêcher de ressentir beaucoup d'empathie à l'égard de cet adolescent qui va voir son univers complètement chamboulé du jour au lendemain. Et j'ai beaucoup apprécié le côté informatif lié aux asiles psychiatriques. C'est un petit peu triste pour le moral de lire parfois ce livre, mais c'est également très touchant et très enrichissant. Et pour toutes ces raisons, voilà, j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre. Je l'ai apprécié, j'ai apprécié avoir eu la curiosité de l'avoir découvert et je ne peux que vous encourager vivement à faire de même. Je change une fois de plus de registre et pour le coup je retourne par contre dans ma pile à lire de congé maternité puisque j'ai lu L'exquise clarté d'un rayon de lune. C'est écrit par Sarah Morgan et c'est édité aux éditions Hachette. Et j'ai lu le premier tome en janvier, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, c'était janvier 2016, donc autant vous dire que ça remonte à la Saint-Glinglin. C'est l'histoire des trois frères O'Neill, donc chacun des trois frères a le droit à son propre tome. Dans le premier tome, on avait fait la connaissance de Jackson qui avait tout simplement récupéré la gestion de la station de ski familiale Snow Crystal à la mort de son père. Et là, c'est l'histoire de son frère jumeau, Sean, qui pour le coup ne travaille pas à la station de ski. C'est pas qu'il s'en désintéresse, mais lui, ses aspirations professionnelles sont tout autres. C'est un chirurgien réputé dans le domaine orthopédique et il travaille du côté de Boston, il me semble. Pour sa part, c'est un célibataire endurci, c'est-à-dire qu'il ne souhaite pas se poser, il n'a pas envie d'avoir une relation durable, il enchaîne un petit peu les conquêtes comme ça.
Et c'est vrai que du coup c'est pas un personnage que j'ai autant apprécié que Jackson. Je l'ai trouvé un petit peu trop sûr de lui, un petit peu trop nonchalant et désinvolte également. Enfin voilà, c'est pas vraiment le genre de garçon qui me fait vibrer. Même si je dois dire que avec le temps, l'auteur est quand même parvenu à me le rendre davantage sympathique. Quant au personnage féminin, il s'agit d'Élise. Donc pour sa part, elle est chef cuisinière dans la petite station de ski Snow Crystal. Et elle est adorable. C'est impossible de ne pas l'apprécier. Elle considère la famille O'Neill comme sa propre famille. C'est quelqu'un de très aimant, mais également assez mystérieuse puisqu'elle cache beaucoup de choses par rapport à son passé. Il se tourne autour, il se cherche beaucoup. Et il va se passer pas mal de temps avant que leur relation débouche sur quoi que ce soit. Et j'avoue que c'est peut-être les quelques longueurs que j'ai ressenties qui ont fait baisser ma note finale à 3 sur 5 au lieu de 4 sur 5. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié cette lecture parce que je trouve l'ambiance propre à cette station de ski hyper mignonne, hyper chaleureuse. J'ose espérer que je n'attendrai pas encore 2 ans et demi avant de réussir à sortir le 3e et dernier tome de cette trilogie de tomes compagnons. Alors je sais que depuis le début de la vidéo on dirait que je suis abonnée au 3 sur 5, mais non en fait, puisque le dernier livre dont je vais vous parler, qui est le 3e et dernier tome de la trilogie Shades of Magic écrit par V.E. Schwab, qui m'a gentiment été envoyé par les éditions Lumen, m'a valu rien de moins qu'un coup de cœur. Voilà, donc je suis absolument ravie d'avoir adoré la conclusion de cette histoire, surtout que j'avais déjà eu un coup de cœur pour le premier tome que j'avais lu en 2017, donc l'année dernière. Vous avez peut-être dû me voir en train de lire cette énorme brique de plus de 750 pages si jamais vous avez vu ma dernière vidéo qui était un vlog de routine de lecture pendant mon congé maternité, et vous avez peut-être dû constater la vitesse ahurissante à laquelle j'ai pu lire ce livre. Voilà, ça vous a en tout cas, si vous avez vu cette vidéo, illustré à quel point j'ai adoré cette lecture. Kel, notre personnage principal, qui est un Antari, c'est un magicien du sang qui a la capacité de voyager d'un monde à un autre, et des mondes il y en a 4 où à chaque fois la ville de Londres est au centre. Dans ce dernier tome, on a un démon qui s'appelle Ossaron qui va quitter le Londres blanc pour s'infiltrer dans le Londres rouge et tenter de prendre le pouvoir à la place du roi. Donc il va essayer de faire une espèce de coup d'état, et Kel, aidé de ses amis, va devoir mettre absolument tout en œuvre pour protéger son monde, mais pour protéger les autres mondes également de cette nouvelle menace. Qu'est-ce que je peux vous dire, mis à part que ce récit est juste incroyable, que l'auteur a une imagination débordante pour développer son univers et ses personnages. Ce récit est à l'image des 2 autres tomes, c'est-à-dire qu'il est tout aussi sombre, tout aussi oppressant, tout aussi sanglant et violent. C'est vraiment pas le genre d'histoire à mettre à portée de toutes les mains parce que voilà, les personnes un petit peu sensibles pourraient ne pas apprécier à sa juste valeur ce livre. Personnellement, je l'ai adoré, c'est un véritable petit bijou qui donne la part belle aux personnages secondaires, surtout en ce qui concerne ce dernier tome. D'ailleurs je les ai retrouvés avec un plaisir non dissimulé, tellement je les trouve inoubliables, tellement je les trouve charismatiques. C'est bien simple, de toute manière c'est un récit où dès que j'ai eu tourné la dernière page, j'avais qu'une envie, c'était reprendre le premier tome et me remarathonner cette trilogie pour vous dire à quel point je l'ai trouvée vraiment savoureuse. Même si c'est un livre qui est long à lire, personnellement je l'ai trouvé dynamique. Il y a des actions et des révélations qui s'enchaînent très habilement, autant sur terre que sur mer, donc ce qui apporte une espèce de variété comme ça dans la narration. La fin m'a juste époustouflée, je vous en dirai pas plus, et je conclurai mon avis par rapport à ce livre en vous disant que j'espère vraiment de tout cœur que la plus grande partie d'entre vous aura l'opportunité de découvrir cette trilogie un jour si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je ne souhaite qu'une chose, c'est que les éditions Lumen continuent encore et encore de traduire et de publier les écrits de cet auteur qui est vraiment à suivre de très près. Et voilà, ça y est, cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu certains des livres dont j'ai pu vous donner mon avis aujourd'hui, ou si jamais j'ai réussi à vous donner envie d'en découvrir quelques-uns, qui sait. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!